et lancer tout de suite l'enregistrement. Alors bonjour à tous, je suis donc Pierre Sartoff, je serai le médiateur de cette conférence de ce jour. Merci à vous de vous être rendu disponible malgré un beau samedi de printemps. Nous vous proposons tout de même une conférence qui rentre dans ce cycle du printemps de l'histoire-géographie. Comme je vous ai dit en préambule, je vous demande de bien éteindre vos caméras pour conserver un débit satisfaisant et pour une question de droit d'image, puisque la conférence est filmée et enregistrée. Tout d'abord, je présente ce printemps de l'histoire-géographie, puis l'association Histoire d'en parler. Je laisserai ensuite la main à Yannick, le président du scoutisme français. Alors, le printemps de l'histoire-géographie est organisé par l'association nancéenne Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, c'est une petite association qui a pour objectif de rendre l'histoire plus populaire pour le grand nombre en organisant des événements pour le grand public, mais aussi en permettant d'aider les professeurs en organisant des ateliers. Cette année, nous étions une trentaine de bénévoles. Sur ce projet, nous sommes environ une dizaine. Notre devise étant l'histoire-géographie par tous et pour tous. Depuis le début du confinement, nous avons rajouté partout avec notamment ce cycle de conférences. Ce cycle est donc une série de conférences en histoire et en géographie avec différentes époques, différents thèmes, différents sujets. Les conférences sont proposées, comme aujourd'hui, en direct, ce qui peut conduire à quelques petits problèmes techniques, mais avec toujours la possibilité à la fin, d'une part, de poser des questions aux conférenciers et d'autre part, de retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube et de pouvoir donc les revoir en replay. La durée des conférences est variable, donc voilà. Nous avons sorti sur notre réseaux sociaux et sur notre site le programme pour la première quinzaine de juin. Je vous invite à y aller. Il y a une dizaine de conférences en histoire et en géographie. Donc voilà, vous pouvez y aller sur www.histoiredenparler.com. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Jacques Gauthier, magistrat dans sa vie professionnelle, mais également spécialiste du scoutisme. Il a notamment siégé au conseil d'administration des Scouts et Guides de France. Et dernièrement, il a écrit un ouvrage, Les scouts dans la collection des idées reçues. Cet ouvrage-là est en vente à la boutique du scoutisme et vous pouvez donc le retrouver facilement. À la fin de l'exposé, vous aurez l'occasion de poser des questions à Jean-Jacques. En attendant, je vous remercie à nouveau de garder vos caméras éteintes et d'utiliser le chat dans le cas où vous avez des problèmes techniques. Merci aussi donc au scoutisme français pour collaborer sur ce projet-là avec cette première conférence qui sera suivie d'une seconde le 20 juin par Henri-Pierre Debord sur Utopie irréelle dans l'histoire du scoutisme en France. Je laisse maintenant Yannick présenter le scoutisme français ainsi que le 80e anniversaire du scoutisme français et je lui donne le son immédiatement. Normalement, Yannick, tu peux parler. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour inaugurer ce cycle de conférences qui sera consacré au scoutisme en général et au guidisme, parce qu'on parle rapidement du scoutisme, mais il s'agit bien, je pense, et j'en suis à peu près sûr, s'agissant de Jean-Jacques et d'Henri-Pierre, que nous allons parler à la fois du scoutisme et du guidisme. Alors, effectivement, une fédération du scoutisme français, alors qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont 120 000 éclaireuses, éclaireurs scouts et guides de France que la fédération regroupe. Alors, c'est bien sûr au travers de 6 associations. Alors, il est toujours utile de les rappeler parce que ceux qui pratiquent le scoutisme depuis un certain temps sont assez repérés sur le sujet, mais peut-être que d'autres participants aujourd'hui le sont moins. Donc, la fédération regroupe l'association des éclaireuses et des éclaireurs de France, regroupe les éclaireuses éclaireurs israélites de France, les éclaireuses éclaireurs de la nature, les éclaireuses éclaireurs unionistes de France, les scouts et guides de France et les scouts musulmans de France. Donc 6 associations, nous étions 5 encore récemment et ce sont les éclaireurs de la nature, donc mouvement d'obédience bouddhiste, qui a rejoint la fédération il y a maintenant 2 ans.
Donc, une association qui regroupe 120 000 adhérents à peu près, 25 000 responsables, ou on dirait dans certaines associations chefs, qui sont bénévoles. Nous avons à peu près chaque année 4 000 jeunes qui sont formés dans le cadre de notre habilitation BAFA, 300 directeurs que nous formons chaque année, et nous faisons partir, et peut-être que c'est une dimension qui sera aussi fortement évoquée au cours de la conférence et peut-être de la prochaine, nous faisons partir 5 000 jeunes à l'étranger, puisque le scoutisme a ça de particulier qu'il est une internationale, un mouvement international, et que la Fédération du scoutisme français appartient aux deux grandes organisations mondiales, que sont l'Organisation mondiale du mouvement scout, OMMS, et puis l'AMGE, donc l'Association mondiale des guides et des éclaireuses. Donc voilà un petit peu la fédération aujourd'hui. Nous, on est ravis de voir des conférenciers continuer à éclairer l'histoire de notre fédération. C'est important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous négocions pour l'été prochain, pour ce qui arrive avec le gouvernement, pour que nous puissions camper. Et quand on connaît l'histoire de la spécificité de la législation du scoutisme, eh bien, c'est tout à fait important, et ça donne du poids aussi dans nos négociations aujourd'hui, lorsque nous négocions avec l'État sur un certain nombre de sujets, d'avoir une histoire assez longue et importante. Donc tout ça nous sert encore aujourd'hui, et cette longue histoire est importante. Alors, je ne vous donnerai pas un programme des 80 ans de la fédération, parce que d'abord, l'anniversaire, c'est en fin d'année, c'est au mois de décembre. Et puis, nous avions l'ambition de travailler avec les collèges, parce que la fédération, c'est une entité nationale, avec un conseil national, un bureau, etc. Mais c'est surtout des collèges qui sont donc, constitués sur l'ensemble du territoire, qui regroupent des groupes locaux, des groupes scouts, des différentes associations. Et c'est avec eux que nous avions l'intention de préparer ces 80 ans. Malheureusement, on l'a tous vécu, le confinement, une assemblée générale de la fédération qui s'est tenue en visioconférence, et donc on n'a pas pu travailler au squelette de cette commémoration des 80 ans comme on le souhaitait avec l'ensemble des collèges et des membres des collèges. Donc c'est quelque chose que le Conseil national va devoir faire là maintenant dans cette période qui s'ouvre. Et donc voilà, un programme qui sera annoncé bientôt, sur lequel on communiquera, et on trouvera toutes les informations sur le site de la fédération. Voilà, je tenais à remercier quand même, effectivement, alors il l'a évoqué, Pierre, tout à l'heure dans son propos liminaire, voilà, le travail conjoint qui est conduit avec l'association Histoire d'en parler, voilà, parce que ça nous permet effectivement quand on parle du scoutisme, de donner une visibilité à notre fédération, et je le remercie. Voilà. Bon, alors effectivement, Pierre a d'autres engagements auprès de la fédération, et je le remercie aussi pour ça et pour le travail qu'il conduit bénévolement pour elle. Voilà. Eh bien, je crois que ça va être le moment de céder la parole à Jean-Jacques, et puis voilà, de le laisser dérouler cette conférence. Merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à la fédération et à son histoire. Merci. Hop. Alors, Jean-Jacques, je te laisse mettre ton PowerPoint en partageant l'écran juste en bas. Alors, voilà. Merci à vous. Comment je mets le PowerPoint ? Mais il faut que tu lui dises. Comment ? Il faut que tu lui Alors, dises ça. Juste en dessous sur partager l'écran, normalement, on clique. Hop, ça va être plus simple comme ça. Donc, normalement, sur partager l'écran, vous pouvez mettre le PowerPoint. Voilà. 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 Merci Jean-Jacques. Voilà, vous allez voir à l'écran maintenant donc le diaporama. Donc merci au scoutisme français, à l'association Histoire d'en parler. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence sur YouTube. Je vous rappelle également donc les sujets que l'association Histoire d'en parler va aborder prochainement, donc dans sa semaine du 3 au 16 juin. Donc vous avez des séries de choses sur l'histoire,
Et moi, par exemple, j'ai noté dans leur programme dessiner l'histoire, donc faire des BD historiques, les échanges et les emprunts culturels dans l'Orient et les croisades, ou les écoles arméniennes entre 1918 et 1923. Donc voilà, donc plein de choses que je vous invite à retrouver quand j'aurai terminé cette conférence et dans les semaines qui viennent. Alors, éclaireur de paix, éclaireur de guerre, le scoutisme et la paix. Donc, il y a en fait un véritable paradoxe scout. C'est en fait, donc, les associations françaises ont construit un discours sur les origines et l'encadrement militaire, un discours qui a gommé l'origine et l'encadrement militaire du scoutisme, et Baden-Powell est présenté comme un pédagogue d'avant-garde qui a créé un mouvement éducatif et totalement apolitique. Alors en fait, on a un paradoxe scout qui est l'origine d'un mouvement militaire et interconfessionnel, mais qui en même temps a toujours voulu militer pour la paix et pour introduire une dimension de fraternité universelle, alors que en même temps, certaines de ces associations ont fait preuve d'un nationalisme ardent, comme on va le voir au cours de l'histoire. Donc, je vous propose de regarder cette histoire complexe autour de cette tension au cours du XXe siècle, qui va nous emmener en Grande-Bretagne, en Irlande, en France et aussi en Algérie. On va donc sortir de notre cadre national, voir cette dimension internationale et notamment la voir au travers de nouvelles sources qui sont apparues ces dernières années, des sources numérisées, notamment la presse et les archives. Et alors, on ne va pas voir tout le 20e et le 21e siècle, on va voir surtout le 20e siècle, en gros, jusqu'au début des années 50, mais on terminera quand même par une évocation de la perspective, la perspective contemporaine. Alors, le scoutisme, au départ, donc, c'est une origine militaire affirmée, et une origine militaire affirmée qu'on va trouver dans de nombreux pays. Alors, la légende fondatrice du scoutisme, évidemment, c'est le siège de Mafeking. Donc, les premières pages de Éclaireur, hein, vous avez à droite de l'écran, s'ouvrent sur Mafeking et sur les Boy Scouts de Mafeking, donc l'utilisation d'adolescents lors du siège de Mafeking. Alors Mafeking, je rappelle brièvement, 217 jours de siège du 13 octobre 1899 au 17 mai 1900, lors de la Seconde Guerre des Boers. Et c'est une victoire britannique importante, une victoire psychologique importante. Et donc, Baden-Powell choisit, dès les premières pages de son livre Scouting for Boys, qui paraît en 1908, d'évoquer Mafeking avec les dessins des combats et du scout à vélo. Mais c'est également cette guerre des bourgs, et c'est une réalité qui n'apparaît pas dans le discours des associations scouts, c'est la première guerre coloniale. C'est l'utilisation pour la première fois massive de camps de concentration pour l'internement de la population civile, et notamment des femmes et des enfants. Et il y a donc 40 000 femmes et enfants, comment je m'appelle ce truc-là, qui vont être internés dans ces camps et qui vont donc y mourir. Et la presse française, vous avez à droite de l'écran donc un dessin du Petit Journal, une gravure du Petit Journal du 13 octobre 1901 qui montre la guerre au Transvaal et les camps, ce qu'on appelle à l'époque les camps de reconcentration, avec des femmes et des enfants. Et l'opinion publique française est très largement opposée à la guerre des bourgs, ainsi que, faut-il le noter, qu'une large partie de la population de l'opinion publique britannique. Et quand le chef des insurgés bourgs se rend en France en 1900, donc le président Kruger arrive à Marseille le 22 novembre 1900 pour une tournée en France pour essayer d'avoir des soutiens dans sa rébellion. Il y a 100 000 personnes qui sont présentes sur le port de Marseille pour l'accueillir, ce qui montre bien l'importance que l'opinion publique française accorde, le soutien qu'elle accorde aux insurgés bourgs. Et donc Baden-Powell et les Britanniques, effectivement, sont du mauvais côté. Mais une partie aussi, on le verra, de l'opinion publique britannique est opposée à cette guerre et aux méthodes terribles employées par les Britanniques.
Florence. Alors, j'ai un problème pour passer la diapo suivante. Voilà. Alors, Baden-Powell, donc, est une gloire nationale. C'est à la fois une gloire nationale, mais c'est également un réformateur social inquiet. Donc, vous avez à gauche de l'écran une partition de musique à la suite de la victoire de Mafeking. Bon, est-ce que Baden-Powell donc est devenu un héros national? Et quand il retourne en Grande-Bretagne en 1901, il est fêté de manière extrêmement importante, mais c'est un héros qui est inquiet de l'avenir de son pays, dont il pense qu'il est entré sur une voie de décadence, notamment en raison de la montée en puissance de l'Allemagne, et spécialement de la marine allemande, mais également Baden-Powell était inquiet du mauvais état physique de la santé de la jeunesse britannique, mauvais état physique qui est lié aux conditions de vie nées de la révolution industrielle. Baden-Powell également est inquiet face à ce qu'il ressent comme un péril social, donc qui est notamment la montée du mouvement ouvrier et la poussée socialiste qui est très nette aux élections législatives de 1906. Les socialistes, les travaillistes britanniques passent de 2 à 27 sièges. Et donc Baden-Powell pense qu'il y a, pour remédier à ce mauvais état de la jeunesse britannique, que l'éducation est l'outil privilégié pour ça. Donc il va s'intéresser au mouvement des Boys Brigades à partir de 1906, qui est un grand mouvement de jeunesse protestante. Et il va également, il pense que face aux périls sociaux, la mixité sociale est un outil important. Donc, au camp de Brownsea, qui se déroule dans l'été 1907, et vous avez à droite de l'écran la photo de Baden-Powell, donc la statue de Baden-Powell que vous pouvez voir à Poole, donc dans le sud de la Grande-Bretagne. Poole, c'est de là que partent les bateaux pour Brownsea, comme l'indique l'affiche. Donc, il met en œuvre la mixité sociale dans les patrouilles qu'il forme dans son camp expérimental, en mélangeant à la fois des jeunes venus des meilleurs public schools britanniques et des jeunes recrutés au sein des Boys Brigades de Poole, donc cette ville en face de Brownsea. Alors, il y a dès le début du scoutisme en Grande-Bretagne un débat important sur la nature du scoutisme. Est-ce que ce sont des éclaireurs de paix ou des éclaireurs de guerre que veut faire ce général britannique qui est le vainqueur de Mafeking? Donc, est-ce qu'effectivement un mouvement qui est créé par un héros national, est-ce qu'il a un objectif militaire? Et vous voyez donc ce dessin de la revue britannique Punch, donc c'est une revue humoristique qui tire à 100 000 exemplaires, qui est extrêmement connue en Grande-Bretagne. Donc Punch, en septembre 1909, qui présente notre plus jeune ligne de défense, donc avec le petit scout qui tient par le bras la grand-mère, donc c'est Britannia, la grand-mère, à qui il dit, voilà, ne craignez rien grand-mère, aucun danger ne peut nous menacer, je suis avec vous. Donc le scoutisme, effectivement, est perçu par une partie de l'opinion publique comme la jeune ligne de défense de la Grande-Bretagne. Il y a également à ce moment-là un groupe de pression actif en Grande-Bretagne qui est la National League Service, qui a 160 000 membres en 1913, parce que la Grande-Bretagne n'a pas de service militaire, à la différence de la plupart des autres nations d'Europe. La France a créé un service militaire universel en 1905, la Belgique l'a fait en 1909, et l'Allemagne, la Prusse plus exactement, elle, a un service militaire depuis 1813. Donc, Baden-Powell, lui, insiste très clairement sur le rôle d'éclaireur de paix du scoutisme. Et il emploie d'ailleurs ces mots dans Scouting for Boys, et il écrit dans un autre texte, deux ou trois personnalités ont écrit, afin de dévaloriser mon essai, c'est-à-dire le scoutisme, que le scoutisme stimulait l'esprit guerrier et la soif de gens chez les jeunes en Grande-Bretagne. Je crains que ce gentleman n'ait pas lu très attentivement les livres ou que je me sois très mal exprimé. Donc pour Baden-Powell, il n'y a aucun doute, le scoutisme, c'est, même si c'est un outil, d'abord pour la paix. Alors, ces débats au sein du scoutisme britannique sont extrêmement vifs
et vont créer très tôt, dès 1909, une rupture au sein de la Boy Scout Association qu'il a créée. Dès l'été 1909, un commissaire de Londres qui s'appelle Francis Vane, donc, qui est également un officier d'ailleurs, c'est un officier qui s'est opposé aux méthodes britanniques lors de la guerre des Boers et crée une scission, crée une autre association qui s'appelle donc les British Boy Scouts, donc opposée à la Boy Scout Association de Baden-Powell, et les British Boy Scouts ont une branche féminine, les British Girls Nursing Corps, donc qui s'oppose à l'association de Baden-Powell qu'il juge bureaucrate et militariste. Et vous avez à droite de l'écran également donc une coupure de presse de juillet 1909 d'une association pacifiste qui explique que lors d'un congrès que les scouts et les boys brigades en fait ont été créés pour enseigner aux garçons à devenir des meurtriers professionnels. Alors, cette figure de Francis Vane, donc, qui a quitté les scouts de Baden-Powell dès 1909 pour dénoncer leur caractère bureaucratique et militariste, ce personnage, cet officier britannique, va jouer un rôle important lors de l'insurrection irlandaise de 1916. Et il est officier de l'armée britannique, mais il n'hésite pas à dénoncer l'un de ses subordonnés qui, lors de l'insurrection de Pâques 1916, a assassiné un journaliste irlandais. Et donc, il demande à ce que son subordonné soit traduit en justice, il va y arriver, et le subordonné sera condamné. Et aujourd'hui, cet officier britannique est considéré comme un héros en Irlande. Donc, vous avez en bas à droite de l'écran donc le timbre qui a été sorti en 2016 donc en Irlande pour le centenaire, justement, la célébration du centenaire d'insurrection irlandaise de 1916, donc ce timbre qui montre Francis Vane et à gauche et à droite donc le journaliste qui a été assassiné et dont Vane avait dénoncé les assassins, bien que ce soit ses subordonnés militaires. Alors, illustration de cette spécificité du scoutisme et de cette tension entre des origines militaires et une volonté de paix, dès 1909, en Grande-Bretagne, en Irlande plus précisément, se crée une association de scouts très particulière, donc les Fianna d'Irlande, donc qui sont animés par la comtesse Markievicz, que vous avez à gauche de l'écran, et qui est une association scout qui se réfère explicitement au scoutisme, mais à un scoutisme nationaliste, donc une espèce de scoutisme ultra-patriote qui, dès donc 1909, s'attaque aux scouts britanniques, aux scouts de Baden-Powell, parce qu'ils sont britanniques. À l'époque, l'Irlande est encore britannique, hein, elle sera britannique jusqu'en 1922. Donc, d'une part, les scouts nationalistes irlandais attaquent les scouts britanniques, mais surtout se livrent à des activités beaucoup plus curieuses. Notamment, ils ont un entraînement militaire et ils organisent des transports d'armes. Et à la Pâques 1916, donc lors de l'insurrection nationaliste irlandaise, les scouts, donc les Fianna, les scouts nationalistes irlandais, s'engagent militairement aux côtés des insurgés irlandais. Et vous avez également la comtesse Markievicz qui n'hésite pas à faire le coup de feu. Donc la photo qu'on voit à droite, même si c'est une photo posée, c'est pas une photo exagérée. La comtesse Markievicz est bien une combattante armée aux côtés de ces scouts nationalistes irlandais. Alors, le scoutisme, donc, qui est né en 1907 au camp de Bronsey, remporte un succès foudroyant dans le monde entier. Alors, vous voyez le dessin, donc, qui est un dessin de Baden-Powell. Baden-Powell était un excellent dessinateur. Vous voyez le petit gland qui est né à Bronsey, qui est devenu un immense chêne sur lequel Baden-Powell est crucifié, et ceci donc montre effectivement le succès du mouvement scout. Donc 6 000 scouts en Grande-Bretagne en 1908, 100 000 scouts en 1909, avec la fondation du scoutisme en Russie, au Chili, la naissance des Girl Guides sur lesquels on va revenir, 1911, la naissance du scoutisme en France, en Allemagne, en Turquie,
1913, le scoutisme existe dans 33 pays dans le monde et 1919, donc l'ouverture de Galway Park, donc le centre de formation des scouts britanniques, puisque très tôt, Baden-Powell se pose la question de la formation des cadres de l'association britannique. Alors, scoutisme souvent présenté comme un mouvement de garçons, mais qui est en même temps également le Scouting for Girls remporte un immense succès. C'est une dimension qui est très peu perçue. Vous avez à droite là, un tableau qui vous donne des chiffres, les chiffres du mouvement scout et du mouvement guide aux États-Unis. On voit qu'en 1917, il y a à peu près 200 000 scouts, 195 000 scouts en Grande-Bretagne et 40 000 guides. Et on voit que quelques années après, donc en 1925, en gros 8 ans après, il y a 305 000 scouts en Grande-Bretagne, mais il y a 317 000 guides. Et on voit que dans les années qui suivent, donc les effectifs scouts et les effectifs guides, certes croissent, mais que les effectifs guides croissent beaucoup plus vite que les effectifs scouts. En 1932, à Londres, il y a 26 000, en gros, il y a 26 000 scouts et 40 000 éclaireuses. Donc, ce sont les chiffres. Je vous en indique la source. Donc, c'est Abby Proctor, qui est une historienne américaine connue du scoutisme, donc qui donne ces chiffres dans un de ses ouvrages en 2002. Donc, on voit encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1937, au Royaume-Uni, donc il y a 443 000 scouts, il y a 525 000 éclaireuses. Donc, cette dimension est très peu perçue, mais elle est pourtant bien réelle, de la supériorité numérique, la nette supériorité numérique des guides par rapport, des éclaireuses par rapport aux scouts. Et les guides, donc dès 1909, effectivement, se livrent comme les scouts aux activités du type le passage en revue par des officiers supérieurs. Alors, le mouvement scout, effectivement, même si les associations françaises ont souvent occulté cette dimension, est très marqué, quels que soient d'ailleurs les pays où il apparaît, par des origines militaires. Alors vous voyez, vous avez à l'écran quelques photos de militaires qui s'occupent du mouvement scout dans différents pays. En Russie, le colonel à l'époque il est capitaine, il est colonel Pantoukov, donc qui crée le scoutisme en Russie dès 1909. Au Danemark, donc le capitaine Lemke, qui notamment traduit Scouting for Boys en danois. Donc il introduit le scoutisme au Danemark. En Allemagne, le major Maximilian Bayer, donc également, et l'un de ceux, c'est vraiment le père du scoutisme allemand. Et aux Pays-Bas, l'amiral Jean-Jacques Rambonnet, donc, alors un peu plus tardivement, à partir de 1920, mais va jouer un rôle absolument essentiel dans l'organisation du scoutisme aux Pays-Bas. Et on peut rappeler qu'en France, les militaires jouent un rôle important dans la direction des mouvements scouts. Les éclaireurs israélites de France, par exemple, jusqu'en 1934, ont un colonel comme président. Et évidemment, les scouts de France ont un général comme président entre 1920 et 1940, donc le général de Mauduit entre 1920 et 1921, le général de Salins de 1922 à 1936 et le général Lafont de 1936 à 1940. Et le scoutisme français lui-même, de 1940 à 1948, sera présidé par un général, le général Lafont. Alors, qu'en est-il en France ? En France, le scoutisme apparaît sous une triple influence, celle des militaires, des pédagogues et des journalistes. Mais les journalistes, on va le voir, sont vraiment sous influence. Alors les militaires, il y a une grande figure, c'est le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît, donc, qui est le fondateur des éclaireurs de France en 1911. Donc Nicolas Benoît est un officier de la Marine nationale qui fait un stage d'interprète en Grande-Bretagne. Donc, il va en Grande-Bretagne en 1911 pour faire son badge d'interprète militaire et il remet au ministre de la Marine, dans le courant de l'année 1911, un rapport qui explique l'importance qu'il y aurait en France à créer un mouvement de scoutisme. Et très clairement, Nicolas Benoît donc, effectue une mission de renseignement en Grande-Bretagne.
Une autre figure militaire qui est totalement oubliée, mais qui a eu un rôle important dans les débuts du scoutisme en France, c'est le général Coupillot. Le général Coupillot donc, est un militaire important, il est président du comité technique de l'infanterie et notamment il participe, il est envoyé comme observateur de l'armée française aux manœuvres de l'armée britannique à l'été 1909. Et le général Coupillot, jusqu'en 1914, est le président des éclaireurs français, donc des scouts de la Ligue d'éducation nationale, donc le premier mouvement scout français qui a été créé par Pierre de Coubertin, donc le rénovateur des Jeux Olympiques. Il y a également des pédagogues qui sont à l'origine du scoutisme en France, dont le plus connu c'est Georges Berthier, directeur de l'école des Roches, et il y a des journalistes. Et c'est là que le lien se fait entre le journaliste et les milieux militaires, parce que les journalistes français qui, à partir de 1909, de l'été 1909, publient de nombreux articles expliquant ce qu'est le scoutisme, tel l'article que vous avez à droite de l'écran du journal qui s'appelle Le Journal, de 28 août 1909, un article de Ludovic Nadeau, donc, qui nous explique que l'Angleterre se militarise avec les Boy Scouts. En fait, Nadeau participe, et l'un des journalistes français invité avec le général Coupillot et d'autres journalistes français aux manœuvres de l'armée britannique à l'été 1909. Et quelques années plus tard, en 1917, donc Ardouin du Mazet, qui est journaliste au Figaro, qui lui-même était présent à ces manœuvres de l'armée britannique en 1909, explique que les Anglais, lors de ces manœuvres, font défiler les Boy Scouts devant les journalistes présents, dont les journalistes français, et qu'on leur remet une brochure expliquant ce qu'est l'institution des Boy Scouts. Donc, autrement dit, on voit que les militaires britanniques qui ont invité des représentants français aux manœuvres de l'armée britannique en 1909, profitent de cette occasion pour leur présenter les Boy Scouts et pour leur mettre de la documentation sur les Boy Scouts. Et on va retrouver dans les mois qui suivent, au cours du deuxième semestre de l'année 1909, on va retrouver tous ces articles, les articles de ces journalistes français, donc Ludovic Nadeau, Ardouin du Mazet, Réginald Kahn, Ernest Judet, dans leurs journaux respectifs, vont expliquer ce qu'est le scoutisme. Et de même, les attachés militaires français à Berlin, dont on trouve aujourd'hui les rapports en archives, rendent compte régulièrement au ministère français des Affaires étrangères des progrès du scoutisme en Allemagne et consacrent plusieurs de leurs rapports au scoutisme allemand. Alors, si le scoutisme, dès les débuts, donc, présente effectivement cette dimension militaire, la dimension de rencontre internationale également est très présente. Alors, on cite toujours le premier Jean Boré comme étant apparu en 1920 à Londres, ce qui est tout à fait exact, mais il y a en fait une première manifestation internationale, un premier camp international qui va avoir lieu dès 1913, donc dès avant la guerre de 14, il y a un camp international de scoutisme qui se tient aux Pays-Bas, à IJmuiden, à l'été 1913. Donc à l'été 1913, pour le 100e anniversaire de l'indépendance des Pays-Bas, donc en 1813, les scouts des Pays-Bas invitent à un grand camp international les scouts de différents pays. Et donc, pour la première fois, on va avoir un camp dans lequel vont se retrouver des scouts néerlandais, évidemment, mais également belges, britanniques, suédois, norvégiens, allemands. Donc, vous avez à droite donc un article de presse à gauche, un article de presse qui signale ce camp, et à droite, donc, l'une des vues du camp international d'Ijmuiden. Alors, la guerre de 14 va être... J'ai un petit problème dans l'organisation de mes diapos, je vous prie de m'excuser. Laurence, tu peux venir, s'il te plaît? Tu peux venir?
J'ai perdu mon PowerPoint. Non, t'es dedans. Je vous prie de m'excuser, on est en train de remettre le PowerPoint en ligne. C'est la première fois que je fais une telle conférence, donc on peut effectivement avoir des petits problèmes techniques. Voilà. On remet le PowerPoint en ligne. Normalement, si vous appuyez en bas, ça devrait marcher sur le. Il me dit si vous appuyez en bas sur nouveau partage. Ouais, voilà. Non, pas sur nouveau partage. Pas sur nouveau le partage. PowerPoint, recommencer depuis le début à la limite ou sur diaporama en haut. Sur diaporama en haut. Voilà. Voilà, toutes mes excuses sur. Voilà, donc je me remets sur là où nous en étions, sur. Voilà. La guerre de 14, donc, qui va marquer un tournant important dans la perception de la paix par le scoutisme. Donc, dans la guerre en 1914, les scouts servent leur pays. Donc, les scouts servent leur pays et rendent service. Donc, Baden-Powell écrit dès le début de la guerre de 14 donc ce petit manuel qui s'appelle Entraînement rapide pour la guerre. Donc, les scouts donc rendent service à leur pays. Baden-Powell publie ce livre Entraînement rapide pour la guerre et il publiera d'autres ouvrages, notamment en 1915, Mes aventures de chasse, de guerre et d'espionnage. Et donc les scouts français également rendent service. Donc vous avez ici donc en 1917 des scouts qui défilent sur les Champs-Élysées pour aller cultiver, pour participer à l'effort de guerre en cultivant des jardins potagers. Il y a des parcelles qui ont été mises à leur disposition sur l'île de Puteaux et vous avez également une vignette qui montre les Boy Scouts français donc au service du gouverneur militaire de Paris. Mais l'idée simplement que des scouts français, britanniques, c'est d'être utile à la collectivité et de servir, de participer en fait à l'effort de leur pays dans un moment difficile. Mais il y a d'autres interprétations. Le service du pays jusqu'où, et le cas des scouts allemands est particulièrement intéressant. Donc, les scouts allemands sont une très puissante organisation donc, qui a été créée, on l'a dit, par Maximilian Bayer en 1909. Il y a 90 000 scouts en Allemagne en 1914. Et les scouts allemands vont faire preuve d'une très grande originalité dans le service de leur pays. Le service de leur pays, pour eux, va consister à se mettre au service de l'armée allemande et notamment de participer au service auxiliaire de l'armée allemande en Belgique occupée. Et il va y avoir 1500 scouts allemands qui, entre 1914 et 1918, vont servir d'auxiliaire à l'armée allemande en Belgique occupée, donc comme estafette, comme secrétaire, comme agent de transmission. Et l'un des spectacles connu qui va marquer les mémoires dans Bruxelles occupée, c'est les scouts allemands sur leur vélo qui sillonnent la ville. Et on va retrouver également ces scouts allemands servant d'auxiliaire armée allemande dans d'autres villes de Belgique, à Liège, à Namur, à Anvers. Donc vous avez à gauche des scouts allemands à Bruxelles,
Donc la photo est tirée d'une revue allemande, et à droite, donc, vous avez les scouts allemands à Bruxelles, devant le Parlement, devant le bâtiment du Parlement belge, qu'ils s'occupent. Et ce souvenir détestable dans l'opinion publique belge, donc des scouts allemands, on le verra, subsistera pendant longtemps. Mais l'idéalisme scout, même en pleine guerre, existe toujours. Donc, et ce dessin, donc, qui paraît dans la revue en 1916 dans la revue des scouts italiens, de l'une des associations scouts italiennes, repris d'une revue américaine, marque bien en fait l'idéalisme scout. C'est un dessin tout à fait surprenant où, à travers la guerre, la mort et la dévastation, le scout, le petit scout, tient la paix par la main. Donc la paix, qui a à la main un document qui s'appelle la paix, les traités de paix, et il la conduit vers la paix permanente. Donc le scout, c'est celui qui recherche effectivement la paix permanente, même dans les pires moments. Alors, 1919, donc le traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles fonde la Société des Nations, donc, qui est l'ancêtre de l'ONU. Et durant les négociations qui amènent à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, il y a un épisode qui est encore très mal connu, mais très clairement, l'interdiction du scoutisme pour les Allemands et pour les Autrichiens et pour les puissances vaincues est envisagée. Et vous avez donc à gauche de l'écran la motion qui est présentée par les associations scouts danoises, norvégiennes et suédoises, et qui demande l'appui des scouts des États-Unis, justement pour empêcher, pour torpiller en fait cette tentative d'interdire le scoutisme en Allemagne. Donc ça paraît dans la revue Scouting, donc la revue des scouts américains de juin 1919, où les associations scouts nordiques essayent d'empêcher l'interdiction du scoutisme en Allemagne. Et l'article 177 du traité de Versailles, que vous avez à l'écran, en garde une trace, puisqu'il interdit effectivement à toutes les associations sportives de tourisme, particulièrement à celles-ci, de s'occuper de tout ce qui touche à l'instruction militaire ou à l'exercice, ou à un exercice de type militaire ou à l'emploi des armes. Et dans un autre traité qui est signé peu de temps après, donc le traité de Neuilly, qui est le traité de paix avec la Bulgarie, on retrouve exactement ce même article et qui vise en plus explicitement, cette fois-ci, les associations scouts. Et cet article 177 du traité de Versailles, qui interdit à l'Allemagne d'avoir des activités de jeu dans les associations de jeunesse de type paramilitaire, ne restera pas sans effet, puisqu'en 1922, en avril 1922, donc dans la partie de l'Allemagne qui est occupée, donc en Rhénanie, puisque jusqu'en 1930, toute la rive gauche du Rhin est occupée principalement par les Français, mais d'abord aussi par les Américains et les Belges. Donc, la commission interalliée des territoires rhénans va interdire l'activité des associations scouts allemandes. Donc vous avez à l'écran donc le document qui interdit. La Haute Commission décide d'interdire dans des territoires occupés toutes les associations affiliées au Deutscher Pfadfinderbund et aux associations donc, de scoutisme bavarois. Donc ces interdictions dureront jusqu'en 1930. Alors, la première manifestation donc, du scoutisme pour la paix, c'est le Jamboree donc, qui se tient à Londres en 1920, où Baden-Powell fait un discours célèbre, où il demande par acclamation, voilà, frères scouts, je vous demande de faire un choix solennel. Il existe des différences dans la pensée, dans les sentiments, comme il en existe dans la langue et l'aspect physique. La guerre nous a appris que si une nation cherche à imposer sa volonté égoïste aux autres, il est évitable qu'une réaction cruelle s'ensuive. Le Jamboree nous a appris que si nous pratiquions l'indulgence réciproque, si nous sommes ouverts à l'échange avec les autres, la sympathie et l'harmonie s'installeront
naturellement entre nous. Si telle est votre volonté, partons d'ici avec la ferme détermination de développer parmi nous et nos garçons cette camaraderie par l'esprit mondial de la fraternité scout, de façon à pouvoir contribuer au développement de la paix, du bonheur dans le monde et de la bonne volonté entre les hommes. Donc Baden-Powell, sa détermination pour la paix est encore renforcée parce qu'il a vu la guerre de 14, puisqu'il l'a vu, il est allé sur le front en visite à son ancien régiment, sur le front dans le nord de la France, et il a vu qu'effectivement la guerre industrielle était bien éloignée des réalités de ce qu'il avait vu de la guerre à Mafeking 20 ans avant, où les adversaires s'excusaient à l'avance de devoir se bombarder et s'accorder mutuellement des trêves. Donc le Jamboree est un appel vibrant à la paix, même s'il existe des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés, je vous les montre au travers de 2 documents. D'abord, cette étonnante carte postale de la Saint-Georges. Donc Saint-Georges, c'est le patron des scouts pour la fête de la Saint-Georges en 1918, qui est sortie, publiée par les scouts français, par les éclaireurs de France, où on voit donc les scouts alliés sur la gauche de la carte. Alors on voit les drapeaux de la France, du Royaume-Uni, de la Serbie, de la Roumanie, de l'Italie, donc de différents États alliés qui luttent contre le dragon. Et à côté du dragon, vous avez des scouts allemands qui sont très reconnaissables avec leur chapeau relevé, avec un bord relevé, et le drapeau turc également, donc la Turquie étant la puissance alliée de l'Allemagne, et donc ils tirent, ils essaient au maximum d'entraîner le dragon et les scouts ennemis dans cette immense troupe pour les y faire disparaître. Et vous avez donc à droite une coupure de la presse française qui rend compte du Jamboree, mais sous le titre « Un meeting scout interallié ». Donc les scouts qui sont présents au Jamboree de 1920 ne sont que les scouts des puissances alliées, puisque l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ne sont pas présentes au Jamboree de 1920. Et les éclaireurs de France, notamment, vont publier des textes extrêmement violents de dénonciation du scoutisme allemand. Donc on voit qu'il y a une volonté de paix, mais en même temps de réelles ambiguïtés dans certaines associations. 1922, la conférence de la paix, la conférence de Paris, qui fonde l'Organisation internationale du mouvement scout sous le signe de la paix. Donc vous avez à l'écran les coupures de presse à gauche et à droite qui définissent ce scoutisme, une jeune force pour la paix, le Congrès international des scouts, et à droite donc un appel de Baden-Powell pour la paix lors de la conférence de 1922, conférence dont les scouts donc fêteront le centenaire dans 2 ans. Et on voit que lors de cette conférence de la paix, c'est le document du milieu, les scouts belges réclament, se prononcent contre l'admission au sein du mouvement scout international des scouts autrichiens et allemands, justement en souvenir de l'occupation de leur pays en 14-18 et du rôle qu'y ont tenu les scouts allemands, parce que pour eux, effectivement, les scouts allemands se sont rendus par leur attitude indigne d'être reconnus comme tels par la conférence de Paris. Et la conférence de Paris, heureusement, ne rentrera pas dans tous ces débats-là et formera donc créera l'Organisation internationale du mouvement scout. Alors, les Allemands n'en seront pas membres pour des raisons spécifiques, parce qu'il y a une multitude d'associations scouts en Allemagne, et donc dans cette poussière d'associations, aucune association ne sera reconnue au plan international. Mais donc les années qui suivent, les années d'entre-deux-guerres, sont donc les années de Jamboree. Donc le Jamboree, c'est la vieille idée de la paix par la jeunesse. Le Jamboree, c'est la rencontre internationale, et c'est l'idée, le scoutisme veut créer une fraternité mondiale. Donc vous avez à l'écran les insignes des différentes Jamborees, donc en 1920 à Londres, en 1924 au Danemark, en 1929 le Jamboree de la majorité, puisque le scoutisme a 21 ans en Grande-Bretagne, en 1937 en Hongrie, et en 1933 en Hongrie, en 1937 donc aux Pays-Bas, le dernier Jamboree auquel Baden-Powell participera. Le scoutisme entre deux guerres est un acteur militant
en faveur de la Société des Nations. Donc la Société des Nations, elle a été créée en 1919 par le traité de Versailles, c'est l'ancêtre de l'ONU. Et dès 1923, c'est ce que vous avez à l'écran, la Société des Nations vote une résolution à l'initiative du Chili concernant le scoutisme. Donc, l'Assemblée générale de la Société des Nations invite les gouvernements des États membres à accorder toutes les facilités de voyage, notamment aux scouts et aux guides appartenant à des associations nationales affiliées de tous les États membres de la Société des Nations. Donc l'idée, il faut favoriser par le scoutisme les rencontres internationales pour favoriser la paix et le rapprochement entre les peuples. Alors la Société des Nations, évidemment, elle a un grave défaut, c'est que les États-Unis n'en sont pas membres, puisque même si elles ont poussé, le président Wilson a poussé à la création de la Société des Nations, finalement, elles n'y sont pas entrées. Baden-Powell appuie la Société des Nations. Il écrit dans la revue des scouts américains en 1919, c'est une idée formidable à mettre en œuvre par les hommes d'État. Et vous avez donc deux dessins de presse, toujours tirés de la revue anglaise Punch. Donc à gauche, 1929 pour le Jamboree de 1929, les patrouilles de la paix. Vous avez donc la League of the Nations, donc la Société des Nations, qui regarde un camp scout et qui dit « Ils disent que je n'ai pas d'armée, pourquoi en aurais-je une avec de tels alliés ?» Donc la Société des Nations n'a pas d'armée, hein, elle n'a pas, à la différence de l'ONU, des casques bleus, mais elle considère qu'elle a les scouts et que les scouts, ce sont l'armée de la paix de la Ligue des Nations, de la Société des Nations. Et à droite, le dessin de 1926, donc c'est la bonne action quotidienne. Vous avez le petit scout qui tape à la porte de la Société des Nations et qui propose aux délégués, donc qui sont enfermés dans leurs discussions, donc il propose à ces délégués de venir voir sur le terrain la réalité de la fraternité internationale au chalet international du scoutisme à Kandersteg en Suisse. Donc le scoutisme est étroitement lié à la Société des Nations jusqu'au début des années 30. Et à partir du début des années 30, Baden-Powell va critiquer la Société des Nations face à son impuissance, et notamment après 1933, donc avec l'arrivée des pouvoirs des nazis, Baden-Powell n'évoquera plus la Société des Nations. Mais Baden-Powell va rester fidèle à cette idée de scoutisme et de paix. Alors vous avez à l'écran trois petits faits qui montrent cette fidélité de la Société de Baden-Powell à la Société des Nations et à la paix. Donc d'abord, en 1930, la parution d'une biographie autorisée par Ellen Wade. Donc Ellen Wade, elle a secrétaire de Baden-Powell pendant 27 ans, et c'est elle, en fait, qui va créer, qui va être largement à l'origine du mythe de Baden-Powell par tout ce qu'elle a écrit sur lui, et notamment, elle écrit cette biographie autorisée qui paraît en 1930 et dont le titre est tout un programme, ça s'appelle « Le sonneur de la paix ». De même, parallèlement, dès 1918, Baden-Powell donc, a acquis cette propriété dans le Hampshire, donc dans le sud de la Grande-Bretagne, qu'il appelle Pax Hill, la colline de la paix. Troisième élément, Baden-Powell est un militant d'espéranto. Et dès ses débuts, avant la guerre de 14, le mouvement scout s'occupe de l'espéranto. Alors, je vous rappelle, l'espéranto, donc c'est cette langue internationale qui est créée en 1887, donc par Zamenhof, donc qui est une langue en fait qui veut faciliter la compréhension internationale. Donc, c'est une langue inventée de toutes pièces, une langue simple, et l'idée étant que cette langue doit favoriser le rapprochement entre les hommes. Et dans Scouting for Boys, donc dans le livre de Baden-Powell, on va trouver plusieurs références à l'espéranto, et les Éclaireurs de France, par exemple, dans leur revue également, en 1919, rappellent l'importance de l'espéranto dans le mouvement scout. Donc, c'est toujours la même idée de faciliter les relations internationales et la compréhension entre les nations. En 1937, Baden-Powell reçoit un important prix donc pour la paix, c'est le prix Wattler. Donc c'est un prix néerlandais, un prix en argent qui a été instauré au début des années 20, donc au bénéfice des institutions qui militent en faveur de la paix. Donc Baden-Powell le recevra, sera honoré par ce prix en 1937. Baden-Powell d'ailleurs est pressenti en 1938 pour le prix Nobel de la paix, qui finalement il n'obtiendra pas. Ce sera
ça sera le passeport Nansen, donc une structure qui s'occupe des réfugiés, qui obtiendra le prix Nobel de la paix. 1937, l'Europe, donc les tensions montent en Europe. Le Comité mondial du scoutisme vote une résolution lors du Jamboree de 1937 aux Pays-Bas, alors que plusieurs pays d'Europe ont interdit le scoutisme. Bon, c'est le cas de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, mais c'est également des pays qui le limitent en l'intégrant au sein d'un mouvement de jeunesse d'État. Donc, par exemple, c'est le cas de la Grèce, de la Roumanie. Et donc, le congrès scout demande au Comité international du scoutisme de faire tous les efforts pour que le scoutisme ait la route dans tous les pays, développe un vrai patriotisme, mais en restant véritablement sur le terrain de la coopération et de l'amitié internationale, sans exception de race et de croyance, tel que l'a toujours défini le chef scout. Donc, ce sont des gestes forts dans une Europe qui se militarise et qui interdit le scoutisme. Et le comité, la résolution précise toutes les mesures qui tendent à militariser le scoutisme ou y adjoindre ou à introduire des visées politiques susceptibles de créer des malentendus ou d'entraver ainsi les efforts pour maintenir la paix et la bonne volonté entre les nations et les individus doivent entièrement être exclus de nos programmes. Donc, le scoutisme réaffirme dans une Europe qui va vers la guerre, réaffirme son engagement pour la paix et dénonce la militarisation de la jeunesse. 1938, il y a des réfugiés partout en Europe qui fuient la guerre, qui fuient également l'oppression. Baden-Powell donc publie ce dessin, donc voilà, ce dessin tout à fait surprenant où Baden-Powell dit « Je veux vous remercier d'offrir une assistance amicale et fraternelle à nos frères réfugiés en détresse ». Donc c'est un dessin de Baden-Powell donc, qui montre un scout qui ouvre un abri avec le drapeau britannique qui flotte au-dessus, avec des gens qui fuient la guerre, hein, et avec des scouts notamment qui aident les réfugiés. On voit un scout qui transporte un réfugié. Et si vous regardez attentivement l'image, vous voyez que le bombardier le plus bas, manifestement à la tête d'Hitler, on reconnaît sa mèche et ses moustaches, donc on voit effectivement dans quel camp se situe Baden-Powell, donc qui signe cet étonnant dessin. 1939, le Paxing, le Parlement de la paix. Donc les guides organise un jamboree féminin, ça sera le seul jamboree féminin en 1939 en Hongrie sur les lieux du jamboree scout de 1933. Et il y a 5800 guides et éclaireuses qui se retrouvent là-bas en Hongrie pour cette grande manifestation sous le symbole de la paix. Alors c'est quand même très fort de voir que les guides organisent le Parlement de la paix à l'été 1939 alors qu'un mois après, quelques jours après, la Seconde Guerre mondiale va éclater. Donc vous voyez également le timbre sorti les postes hongroises en souvenir du Paxing, donc avec le symbole de la paix, puisque c'est la colombe, et qui transporte le rameau d'olivier. Donc malheureusement, le bel idéal de paix défendu par le scoutisme dans la Seconde Guerre mondiale, face à la guerre, quelle fraternité. Alors, scout dans la Seconde Guerre mondiale, Wilson, donc, le directeur du Bureau international du scoutisme, va définir la ligne. Alors, la ligne à suivre pour le scoutisme. Alors, Wilson est le directeur du Bureau international du scoutisme. Ça, on le sait. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Wilson est l'un des patrons des services secrets britanniques et notamment du SOE, le service secret britannique qui va être créé à l'été 1940 et qui va aider tous les mouvements de résistance en Europe. Alors, Wilson envoie dans des conditions que nous connaissons encore mal un message à toutes les associations scouts en disant les plus jeunes, les scouts et les louveteaux doivent conserver le caractère éducatif et de formation du caractère aux associations scouts. Les associations nationales scouts ne sont pas habilitées à devenir membres des mouvements de résistance. Chaque routier et chaque chef doit par contre faire ce que sa conscience lui dicte. Et donc, le scoutisme ne prend pas officiellement position institutionnellement dans la guerre. Mais dans la paix, dans la guerre, certaines associations s'engagent totalement dans le scoutisme et dans la guerre et dans la résistance armée. Alors, il y a un cas qui est tout à fait
tout à fait étonnant, c'est le cas de la Pologne, où le mouvement scout s'engage totalement dans la lutte armée. Les scouts deviennent des rangeries, une organisation clandestine, donc les arrêts et régies, je m'excuse pour ma prononciation du polonais, donc les rangeries. Donc les scouts les plus jeunes sont engagés dans le petit sabotage et donc c'est essentiellement la distribution des tracts et des graffitis sur les murs, et les aînés sont engagés dans les groupes de combat. Et les groupes de combat scouts organisent des opérations militaires, et la première grande opération militaire qui est organisée à Varsovie, c'est le 26 mars 1943, donc c'est une attaque à main armée d'un convoi de détenus, et donc les rangeries libèrent 24 détenus entre deux prisons de Varsovie, et notamment leur chef qui a été fait prisonnier. Donc c'est une véritable bataille rangée qui se déroule dans Varsovie et qui est tous les ans est commémorée le 26 mars 1943. Un peu plus d'un an après, c'est l'insurrection de Varsovie, en août-septembre 1944, et il y a 2 bataillons scouts, c'est les termes qu'ils portent, donc les bataillons scouts Zoska et Parasol, qui s'illustrent dans les combats, et vous avez aujourd'hui à Varsovie donc la statue du petit insurgé que vous avez à la photo, donc avec en souvenir des scouts qui sont morts pendant l'insurrection de Varsovie, et donc les scouts polonais qui sont toujours très présents lors de ces manifestations. Et donc on voit que malgré l'idéal de paix du scoutisme, certaines associations se sont engagées dans le combat militaire total durant cette guerre. Mais il y a d'autres formes d'engagement scout au nom de la fraternité au cours de cette guerre mondiale. L'un des engagements les plus surprenants, c'est le cas des scouts en camp de concentration. Alors, dans un camp de concentration très particulier, c'est un camp de concentration en Espagne. Vous avez la carte qui vous montre où c'est. C'est le camp de concentration de Miranda, dans le nord de l'Espagne, où à partir de 1941, un clan routier international se crée. Alors Miranda, donc c'est un camp dans lequel les franquistes internent des milliers de jeunes venus de toute l'Europe qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne, qui franchissent les Pyrénées et qui sont donc arrêtés par la police espagnole et internés dans ce camp, dont vous avez un dessin qui représente ce que sont les pièces du camp de Miranda. Et donc, il y a un clan routier international qui se crée avec dirigé par un Belge et un Français dans ce camp de concentration. Et ces scouts, donc, vont faire un livre d'or, un tali, où ils racontent l'histoire du clan de l'Étape. Alors, c'est le nom que prend ce clan routier, l'Étape. Et dans leur esprit, l'étape, c'est l'étape vers Londres, évidemment, pour continuer la lutte pour la liberté. Et donc, ce livre d'or des scouts du camp de concentration de Miranda, qui a été redécouvert récemment d'ailleurs par une jeune doctorante, donc raconte l'histoire de tous ces scouts venus de toute l'Europe qui sont dans le camp de Miranda. Et donc, on voit des témoignages dans ce tali qui a été fait à Miranda et coloré après à Londres par un scout français. Donc on voit des scouts polonais, vous avez à l'écran, des scouts danois, des scouts tchèques, des scouts néerlandais, des scouts français de différentes associations, Éclaireurs de France, Scouts de France, Éclaireurs israélites, qui racontent comment ils sont arrivés à Miranda et comment l'action du clan routier international les aide à tenir dans ce camp de concentration. Et également, donc, c'est un document qui témoigne de la fraternité scout vécue dans ce camp. Alors, ce camp de concentration n'est évidemment pas du niveau des camps de concentration nazis, mais c'est quand même un camp très dur, parce que l'Espagne est un pays en ruine, il n'y a rien à manger, et les routiers vivent dans une très grande incertitude, puisqu'ils se demandent s'ils ne vont pas être tout simplement livrés aux Allemands. Alors, donc le Français qui a illustré de ces magnifiques dessins ce journal du camp, c'est Maurice Chauvet, donc, qui est un scout de France qui se retrouvera dans les commandos de la France libre. Alors, notre scout, qui lui s'engage à titre plus personnel, mais dont l'engagement est également en faveur de la paix et tout à fait extraordinaire. C'est un scout très important. C'est un membre du comité mondial du scoutisme. Donc, il a été élu au comité mondial du scoutisme en 1937. C'est le comte Bernadotte, le comte Folke Bernadotte, qui dirige les scouts de Suède. Et vous l'avez donc à gauche à l'écran en uniforme scout. Folke Bernadotte, donc, est un dirigeant scout important. Il est également le président de la Croix-Rouge suédoise et il organise en 1945 une extraordinaire
opération humanitaire, peut-être la plus extraordinaire opération humanitaire de la Seconde Guerre mondiale, l'opération des bus blancs. Bernadotte se rend en Allemagne en avril 1945 avec des séries d'autobus peints en blanc avec à la fois la Croix-Rouge et le drapeau norvégien, donc la Norvège est un pays neutre, et il va négocier avec Himmler la libération de 15 000 détenus des camps de concentration nazis pour les rapatrier vers le Danemark. Et donc, cette caravane d'autobus dans l'Allemagne nazie qui s'écroule traverse tout le pays pour récupérer dans les camps de concentration des détenus qu'ils ramènent et qu'ils soignent, qu'ils ramènent jusqu'au Danemark. Donc cette aventure absolument extraordinaire, évidemment, se fait sous le contrôle de la Gestapo. Mais donc Bernadotte, à la fois scout et délégué de la Croix-Rouge, mène cette opération extraordinaire. Et Bernadotte est assassiné donc, le 17 septembre 1948 en Palestine. Il mène une mission pour la paix et il est assassiné par des terroristes donc, du Lehi, donc le groupe Stern, des sionistes ultra qui veulent empêcher toute solution négociée en Palestine. Et un symbole très fort sur le cercueil de Bernadotte, quelqu'un pose son chapeau scout. Donc, il montre clairement la volonté, pourquoi l'engagement, la volonté d'engagement de paix de Bernadotte, comment elle était liée au scoutisme. Et celui qui pose le chapeau scout sur le cercueil de Bernadotte, c'est un autre scout, c'est également un diplomate belge qui dirigeait le scoutisme belge en exil en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il était présent avec Bernadotte lors de l'assassinat de Bernadotte. Sa voiture était derrière celle de Bernadotte. Donc, Jean de Venuys, donc le diplomate belge et scout belge, sera épargné. Bernadotte et l'officier français qui l'accompagnait, eux, seront assassinés alors qu'ils cherchaient à défendre la paix. Dernière manifestation et dernière partie de cette présentation, donc le Jamboree de la paix en 1947, donc qui est dont le nom même signifie l'engagement du scoutisme pour la paix. Donc 25 000 scouts du monde entier se retrouvent à Moisson, dans les boucles de la Seine, pour une manifestation, donc manifestation scout internationale, manifestation qui se tient parce que les pouvoirs publics français lui accordent une aide considérable, et notamment symboliquement, le président de la République française, donc Vincent Auriol, se rend sur place le 14 août 1946. Donc le Jamboree donc, se tient du 9 au 21 août 1947. Donc, vous avez ici une édition spéciale du Figaro, donc, dont le titre est tout à fait significatif. Jamboree de la paix, amitié des jeunes, paix des hommes, donc, par Henri Van Effenter, donc, qui est donc, le commissaire général du Jamboree et qui est également un universitaire connu. Et donc, à droite, sur la photo, le général Lafont, président du scoutisme français. Et donc, le Jamboree de la paix fait face à des questions brûlantes. Comment se faire rencontrer des jeunes de pays qui hier étaient encore ennemis? Quel accueil réservé aux Allemands et aux Italiens? La délégation italienne, qui fait 500 personnes, 500 scouts, est très inquiète de l'accueil qu'elle va recevoir en France parce que ils savent, les scouts italiens se souviennent que leur pays, 7 ans avant, en juin 1940, a déclaré la guerre à la France. Mais les scouts belges, qui sont présents évidemment au Jamboree, eux, ont installé un monument aux morts dans le Jamboree dans leur sous-camp, donc à la mémoire des 845 scouts belges morts pour la patrie. Quelle accueil également réservé aux scouts allemands qui vont être présents, on va le voir après. Puis également, quelle fraternité vivre dans avec la décolonisation. Alors, l'une des questions qu'a à résoudre le Jamboree, la question de l'accueil des Allemands. Donc vous avez à l'écran donc une gouache qui célèbre l'accord entre l'union en fait entre des scouts allemands venus de Sarre et les scouts de France. Et vous avez à droite de l'écran donc un document fait par un groupe de scouts allemands accueillis par les scouts, par les scouts français en Sarre. Donc, il y a une petite délégation sarroise qu'on n'a pas fait camper d'ailleurs à
à Moisson, mais à Vernon, à une trentaine de kilomètres de Moisson. Donc, l'explication officielle, c'est qu'il n'y avait pas de place pour les accueillir. En fait, on ne tenait pas effectivement à ce que des scouts allemands soient campent au Jamboree. Alors, ce sont des scouts. Il n'y a plus d'association scout nationale en Allemagne. Il n'y a que de petites associations locales encouragées par les autorités militaires. Et notamment les militaires français en Sarre ont encouragé la création d'une petite association allemande. Et donc, vous voyez le document que les scouts sarrois remettent au maire de Vernon. Alors, il faut se souvenir que la ville de Vernon, qui est dans l'Eure, donc au bord de la Seine, est en ruine à l'époque, en 1947, puisque c'est là que les Anglais, en 1944, ont traversé la Seine et il y a eu donc des combats extrêmement violents. Et donc, les scouts allemands remercient le maire de Vernon et les scouts de Vernon de l'accueil qu'ils ont reçu. Vos frères scouts de Vernon peuvent être fiers d'avoir contribué à allumer la flamme de l'amitié. Nous, scouts sarrois, nous nous sommes liés par l'amour fraternel et nous voulons nous efforcer de vivre, de rendre toujours plus solide et réel ce lien. Le scout est l'ami de tous les hommes et le frère de tous les autres scouts. Et donc, le dessin représente le beffroi donc de Saarbrück et le mont Spitzschern donc qui marque la frontière entre la France et la Sarre. Mais l'accueil de ces scouts allemands, qui étaient en fait un petit groupe marginal, qui était un groupe d'une vingtaine de personnes, est très mal ressenti en France, donc notamment par les communistes. Alors, il faut se souvenir que le Parti communiste en France à l'époque est le premier parti de France, il fait 28% des voix, il a un très grand nombre de députés, il a 4 ministres jusqu'en 1947, et la presse communiste, notamment parce que quelques scouts allemands sont restés dormir dans un sous-camp français et que la presse française l'a signalé, la presse communiste se déchaîne. Alors vous avez donc à droite de l'écran, non messieurs les organisateurs du Jamboree, la jeunesse française n'a pas passé l'éponge ni sur la collaboration ni sur les crimes allemands. Vous avez à droite de l'écran, donc on vous parle de collaboration avec un K et que le cardinal Suard a officié que 17 scouts Bosch, c'est les termes associés, ont assisté au Jamboree. Et donc, on met en cause le général Lafont pour son attitude sous la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les scouts, le Parti communiste également, dénonce très violemment le Jamboree de la paix. Donc, vous avez un tract qui a été distribué sur place, Jamboree de la paix, point d'interrogation, en disant que ce nom est une insulte, notamment parce que les jeunes de l'URSS ne sont pas présents et qu'on a consacré des moyens considérables au Jamboree au lieu de s'occuper des réfugiés. Donc on voit bien que même les idées de paix ne font pas ne font pas du tout l'unanimité et que particulièrement l'accueil réservé aux Allemands est particulièrement mal ressenti. Dernière interrogation qui va être vécue au Jamboree, qui est posée au Jamboree et qui met en cause la fraternité internationale, c'est la question de la décolonisation, et particulièrement pour les Français, la question liée aux scouts musulmans algériens. Donc le 15 août 1947, en plein Jamboree, l'Inde et le Pakistan deviennent des États indépendants, donc le drapeau britannique est amené et les drapeaux pakistanais et indiens sont montés. Alors que les scouts musulmans algériens font partie de la délégation du scoutisme français. Et ils ont fait des efforts très importants pour être présents. Ils se souviennent que 2 ans avant, le 8 mai 1945, un grand nombre de scouts musulmans algériens ont été impliqués dans les graves événements. Alors, il y a eu d'abord des manifestations nationalistes en Algérie, qui ont dégénéré ensuite en émeutes, notamment dans la région de Constantine, et il y a eu une répression terrible qui a fait probablement de 10 à 20 000 morts. Et il y a eu un grand nombre de scouts, SMA, donc de scouts musulmans algériens, membres depuis 1944 du scoutisme français, qui ont été impliqués dans ces manifestations, et les activités scouts ont été interdites, notamment dans le département de Constantine. Alors, les SMA ont amené avec eux un drapeau algérien à Moisson, et il se pose la question de savoir si un jour l'Algérie sera indépendante et quelle fraternité, quelle paix il peut y avoir avec le colonisateur. Et donc, c'est cette question qui est posée au Jamboree de la paix. Alors, d'hier à aujourd'hui, concordance des temps, les scouts éclaireurs de paix, donc je termine.
Donc, je ne vais pas allonger et je vous propose de passer directement dans le présent parce qu'on va voir qu'effectivement, pour finir, un clin d'œil en forme de concordance des temps et les scouts demeurant des éclaireurs de paix. Je vous ai parlé des scouts en 1938, donc Baden Powell qui dessinait l'accueil des réfugiés. Et bien, en 2016-2017, les scouts grecs sur les îles de la mer Égée, notamment à Lesbos, accueillent des réfugiés qui arrivent par la mer. Donc, vous avez ici quelques photos des scouts grecs accueillant les immigrants venus de Turquie et de Syrie. Et comme le notait donc la BBC, donc dans en janvier 2016, les scouts grecs aident les réfugiés à débarquer. Et donc, la dernière photo, c'était M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui félicitait les scouts grecs pour leur action. Donc, de 1907 à 2020, un même esprit qui a traversé le scoutisme, celui de la fraternité internationale et de la défense de la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Je vous ai mis un petit message dans le chat. Je vous demanderai de le remplir si c'est possible. C'est un petit questionnaire afin de permettre de nous améliorer. Voilà. Hop, je vais faire en sorte de couper le partage. Voilà. Alors, maintenant, pour cette dernière étape de l'exposé de Jean-Jacques, on vous propose pendant une petite dizaine de minutes pour un peu rattraper le retard, de poser des questions. Alors, comment on va faire? Vous allez poser les questions sur le chat. Enfin, vous allez dire si vous avez des questions. Et moi, je vous donnerai accès au micro afin de pouvoir la poser directement à Jean-Jacques et qu'il puisse vous répondre. Si jamais vous n'avez pas accès au micro, vous pouvez la poser dans le chat et je poserai directement à Jean-Jacques. Je ne sais pas si j'ai été très clair pour tout le monde. En attendant, moi j'ai noté des questions, en attendant que les gens en trouvent. Quelle place a occupé dans les mouvements français le maréchal Lyautey, qui en Lorraine, par exemple, dans sa maison, il y a un musée du scoutisme. Combien de temps, on ne sait pas. Mais il y a un musée du scoutisme. Quelle place il avait justement dans les mouvements du scoutisme en France? Alors, le maréchal Lyautey est effectivement le président d'honneur des 3 associations scouts masculines, donc les Scouts de France, l'association catholique, les Éclaireurs de France, donc qui sont à l'époque une association neutre, donc sans engagement confessionnel, et les Éclaireurs unionistes de France. Et effectivement, donc à Thoré-Lyautey, en Meurthe-et-Moselle, donc c'est là qu'il avait sa maison. Et donc, le maréchal Lyautey, à partir de la fin de sa vie, donc il meurt en 1934, mais à partir des années 1927-28, est très impliqué dans le fonctionnement des mouvements scouts français. Il souhaite effectivement avoir encouragé en fait sinon leur fusion, tout au moins encourager nettement leur rapprochement. Et donc, il y a beaucoup de scouts qui vont aller camper à Thoré-Lyautey, où effectivement, donc aujourd'hui, au milieu de ces souvenirs, se trouve un musée du scoutisme. Et on peut également préciser que Madame de Quérol, qui est la nièce du maréchal Lyautey, sera quelqu'un qui aura un rôle très important chez les guides de France. Donc on voit que Lyautey, même si sa présence dans le scoutisme est symbolique, est une personnalité qui va beaucoup s'intéresser au scoutisme et qui y perçoit également, bon, il ne faut pas non plus être naïf, hein, Lyautey il perçoit clairement aussi un facteur d'ordre social et, comme Baden-Powell, un facteur de rapprochement des classes sociales. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Emmanuel qui demande quel est le rôle du scoutisme pendant la période de décolonisation. Alors, c'est un sujet immense qui justifierait une conférence en lui-même. Je l'ai un tout petit peu abordé avec le rôle des scouts musulmans algériens.
mais il y a des constantes dans l'ensemble des pays colonisés, d'ailleurs que ce soit les pays colonisés par la France, que ce soit les pays colonisés par la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, parce qu'il ne faut pas oublier que les Pays-Bas ont un empire colonial très important. Le scoutisme, dans les années 30, forme la jeune génération. Donc il y a toute une jeune génération qui s'y forme. Alors les associations scouts des pays coloniaux créent des associations, créent des branches dans les pays colonisés, mais à côté de celles-ci, des jeunes coloniaux, alors à la fois pour certains adhèrent aux associations nationales, mais créent également leurs propres associations. Et ces associations vont par exemple parfois prendre des développements très importants. C'est le cas en Indochine, où l'Indochine, à partir de 1940, est totalement coupée de la métropole, et les associations scouts indochinoises, toutes les associations scouts indochinoises ont fusionné dès 1937 en une fédération unique, la Fédération indo-chinoise des associations scouts, et toute une partie des cadres du mouvement nationaliste qu'on va retrouver à partir de 1945 dans le mouvement nationaliste se forment dans le scoutisme. Et on va retrouver le même phénomène en Algérie, où toute une partie des cadres du mouvement nationaliste algérien se forment au sein des SMA. On va retrouver ça également dans les colonies britanniques d'Afrique, où une partie des cadres des mouvements nationalistes s'est formée dans le scoutisme, a pris des responsabilités dans le scoutisme. Et au début des années, au moment de la décolonisation, un certain nombre de ces cadres vont se retrouver dans les mouvements de libération nationale. Le cas le plus net, donc, c'est probablement l'Indochine, où toute une partie des cadres dirigeants du Viet Minh viennent directement du scoutisme, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui, dans un pays où le scoutisme est officiellement interdit, qui est le Vietnam, à Hanoï, il y a des rues qui portent les noms des dirigeants du scoutisme. Donc le rôle du scoutisme dans la décolonisation va être extrêmement important. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller par étapes. On a d'abord une question de Renaud. Quels sont les liens, s'il y en a, entre les jeunesses hitlériennes et le scoutisme, ou même les autres mouvements de jeunesse totalitaire? On en a aussi en Italie. Alors, les mouvements totalitaires ont toujours la même stratégie vis-à-vis du scoutisme. Dans un premier temps, ils cherchent à le séduire. Donc on leur dit, est-ce que vous faites, c'est très bien, mais ça serait encore mieux si vous le faisiez chez nous. Donc le scoutisme, qui se définit comme un mouvement politique, le refuse. Donc à ce moment-là, les problèmes commencent. Donc régulièrement, les scouts sont attaqués par les mouvements de jeunesse totalitaire. Et quand je dis attaquer, ça veut dire attaquer physiquement. Donc, il y a des scouts qui sont tués, c'est très clair en Italie, en Allemagne, lors d'affrontements par la jeunesse hitlérienne. Et donc, en 1928, en Italie, le scoutisme était officiellement interdit par le gouvernement. Donc, et les scouts sont obligés d'adhérer, les scouts sont dissous, ils sont obligés d'adhérer à la jeunesse hitlérienne. C'est la même chose, même mécanisme en Allemagne, où dans un premier temps, donc, les scouts sont attaqués physiquement. Alors les scouts des différentes associations allemandes, parce qu'il y a beaucoup d'associations, sont attaqués physiquement par la jeunesse hitlérienne qui dit nous sommes les seuls à pouvoir représenter la jeunesse allemande, et les scouts donc sont interdits progressivement en Allemagne. Alors les scouts catholiques sont protégés par le Concordat qui avait été signé en 1933 entre l'Allemagne et le Vatican, donc ils subsistent mais de manière très difficile, et les autres associations scouts sont interdites. Il y a un texte de 1936, donc il y a un décret de 1936 qui interdit les associations scouts parce que on considère qu'elles sont opposées à l'État nouveau. Et en 1942, donc, il y a un grand congrès international des mouvements de jeunesse fascistes qui se tient à Vienne, donc à l'initiative des jeunesses hitlériennes, qui rassemble la jeunesse fasciste de tous les pays d'Europe, et il y a des heures et des heures qui sont consacrées de discussions à dénoncer le scoutisme et Baden-Powell. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Je vais essayer de les sectionner. Comment le scoutisme a évolué dans les années 60 et plus particulièrement dans les mouvements de mai 68? Alors, le scoutisme dans les années 60 donc, suit l'évolution des sociétés dans les années 60 et souhaite effectivement s'adapter à l'époque. Alors, ça sera particulièrement net en France, donc il va y avoir des réformes pédagogiques importantes qui vont être à l'origine de scissions. Alors, les réformes pédagogiques, en plus en France, vont croiser dans le monde catholique,
puisqu'en France, les associations catholiques ont un point important, vont croiser également le Concile de Vatican II, donc ça va être à l'origine de scissions qui vont donner naissance d'abord aux scouts unitaires de France et renforcer une association préexistante, les Guides des scouts d'Europe. Alors, les Guidés de Scouts d'Europe était une association préexistante qui s'est créée en 1958 sur un projet différent qui était l'idée d'un scoutisme transnational avec une association unique transcendant les frontières. Donc, c'est un projet qui ne sera jamais mis en œuvre et qui sera après modifié par quand des militants catholiques intransigeants venus des Scouts de France changeront l'orientation initiale des Scouts d'Europe en 1962. Mais toutes les associations scouts, de toute façon, en Europe, vont connaître dans les années 60 des évolutions et des ruptures. Même l'association scout britannique, qui est quand même une référence, subira ce genre de choses. Donc le scoutisme, effectivement, dans l'Europe des années 60-70, va connaître un certain nombre de tourmentes et de scissions, qu'on va retrouver ça également en Allemagne et dans d'autres pays. Et une question d'Antoine. Le scoutisme russe est méconnu à cause de la révolution d'octobre 1917, qui l'a fait disparaître. Que peut-on dire de l'histoire du scoutisme russe? Même mécanisme que les pays totalitaires. Dans un premier temps, on cherche à séduire. Il y a une variante scout, une variante communiste du mouvement scout qui est créée. Les bolcheviks s'intéressent beaucoup aux questions d'éducation. Krupskaya, qui est la compagne de Lénine, va consacrer une brochure complète au scoutisme notamment, et scoutisme et bolchevisme. Bon, et donc, elle explique que le scoutisme est un mouvement qui est créé par les impérialistes et par un général britannique, Baden-Powell, mais que c'est donc évidemment tout ça est très condamnable aux yeux des militants bolcheviques, mais que la méthode pédagogique est intéressante. Donc, ils vont créer une structure de scouts communistes, donc c'est les Yokis, qui va disparaître assez rapidement à partir de 1924 et qui va donner naissance aux pionniers. Donc, dans tous les mouvements dans tous les pays, d'abord en URSS et après dans les pays d'Europe de l'Est des années 50, on va créer des mouvements de pionniers donc, qui vont reprendre les formes extérieures du scoutisme avec le foulard, avec l'uniforme, avec la loi des pionniers qui est une déclinaison de la loi scout à la sauce marxiste-léniniste, mais qui vont effectivement expliquer qu'ils combattent pour la société socialiste. Mais ce sont des mouvements qui vont être quasiment obligatoires et donc en ça, ils sont en opposition complète avec le scoutisme qui repose sur le volontariat et ils vont également, surtout, entraîner l'interdiction des mouvements scouts avec parfois une répression extrêmement violente. Le sommet de la répression, c'est la Tchécoslovaquie, où en 1948, il y a un procès des chefs scouts. Donc les chefs scouts sont traduits en justice avec les accusations habituelles dans les pays de l'Est, qui sont l'accusation d'espionnage au bénéfice de l'Union soviétique, puisque le discours officiel, c'est que le scoutisme de Baden-Powell ne recouvre en fait qu'une agence d'espionnage au bénéfice de l'impérialisme britannique. Et les scouts, donc il y a des cadres du scoutisme tchèque qui sont condamnés à très lourdes peines de prison, voire des condamnations à mort au motif de l'espionnage. Donc le scoutisme, par le choix qu'il fait de pédagogie individuelle et humanisme, en fait, illustre un modèle éducatif qui est totalement opposé à celui des modèles totalitaires qui ont repris simplement ces formes extérieures. Alors, j'ai une dernière question de Malika. Je vous remets aussi le lien du questionnaire sur les scouts musulmans algériens. Alors, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que c'était les premiers à se distinguer comme scouts musulmans et même globalement, à titre personnel, est-ce que le scoutisme musulman comment il s'est développé au Moyen-Orient par exemple? Voilà. Alors, le scoutisme musulman, d'abord, le scoutisme musulman, il n'apparaît pas au Moyen-Orient, il apparaît en Turquie. Donc, il y a un scoutisme musulman et le scoutisme en Turquie se crée très tôt. Il se crée dès 1913 et assez paradoxalement, c'est les Belges. C'est Harold Parfitt, qui est un Anglais, mais qui a développé le scoutisme en Belgique, qui est appelé dès 1913 à introduire le scoutisme en Turquie. Et le scoutisme est vécu comme un outil de modernisation du pays. Donc par les jeunes Turcs, et on va trouver par exemple le même phénomène en Iran, où le scoutisme est vécu comme un moyen de moderniser le pays. Donc il y a du scoutisme musulman dès avant la guerre de 14. Ensuite, le scoutisme musulman apparaît également en Égypte, donc qui est un quasi-mandat britannique. Il apparaît également au Liban,
hein, dès les années 20, et donc le scoutisme apparaît très tôt dans le monde musulman. Alors, dans le cas particulier d'Algérie, ceux qu'on appelle les réformistes, donc qui sont le courant musulman qui cherche à allier la modernité avec à l'islam, va très tôt s'intéresser au scoutisme. Et donc dès les années 20, à la fin des années 20, il y a des groupes de scouts musulmans qui apparaissent en Algérie, donc qui se fédèrent en 1935-36 au sein d'une association qui s'appelle les SMA, les scouts musulmans algériens. Donc c'est une fédération de groupes locaux qui sont à la fois musulmans, qui prennent le modèle, qui vont chercher leur modèle notamment chez les scouts de France, mais en mettant tout ça à la sauce musulmane. Et ils encouragent donc de fait également, parallèlement, avec leur triptyque qui est de dire l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion et l'Algérie est ma patrie. Donc c'est le slogan en fait des réformistes. Et donc ils vont en fait développer, faire naître tout un courant. Ils vont être en fait de sensibilité nationaliste. C'est une association paradoxalement sur laquelle on a énormément de documents parce que la police française, la police coloniale et surtout les services de renseignement suivent d'extrêmement près leurs activités, et on a, pour les historiens, il y a des centaines de cartons qui n'ont encore quasiment jamais été ouverts aux archives d'Aix-en-Provence sur les scouts musulmans algériens. Et l'une des questions que se posera pendant des années l'administration coloniale, c'est est-ce qu'il faut interdire les scouts musulmans algériens? Ça sera envisagé à différentes reprises, et le scoutisme français notamment, puisqu'ils vont rentrer au scoutisme français en 1944, le scoutisme français s'opposera à l'interdiction des scouts musulmans algériens, et toute une partie des cadres nationalistes algériens, et notamment des cadres du FLN, se formera au sein des scouts musulmans algériens. Alors, une dernière question, si tu peux y répondre en 2 minutes, mais elle va être intéressante également. En 14-18, une grande partie des chefs scouts ne sont pas revenus de la guerre. Quel a été l'impact sur la pédagogie, et notamment la place des chefs d'équipe? Voilà, ça sera la dernière question. Je suis désolé pour les autres. Donc, si tu peux y répondre en 2 minutes. Alors, en 2 minutes, bon, c'est pour les associations françaises, hein, ce dont on parle, mais les associations françaises, mais également allemandes et britanniques. Bon, il est clair qu'en France, après 1918, le scoutisme, principalement, c'est-à-dire essentiellement les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes, souhaitent se démilitariser et montrer une image beaucoup plus pédagogique que l'image patriotique et militaire qu'ils ont pu avoir pendant la guerre de 14. Donc il est certain que cette nouvelle génération qui apparaît à la suite de la guerre de 14 va encourager une évolution probablement beaucoup plus pédagogique des deux grandes associations françaises, donc les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence, pour ces réponses. Merci aussi à tous les auditeurs et auditrices pour vos questions, pour votre attention, pour votre compréhension. L'association Histoire d'en parler vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h avec Véronique Bolland, donc professeure d'histoire médiévale à Grenoble. Alors sur un sujet d'une autre époque, hein, la justice à l'époque médiévale. Donc voilà. Histoire d'en parler, Scoutisme français vous donne également rendez-vous le 20 juin donc, avec Henri-Pierre Debord sur Utopie et réel dans le scoutisme en France. Donc ça sera également un samedi et également à 16h. Je vous rappelle, si vous le pouvez, de bien remplir le questionnaire en ligne que je vous remets tout de suite. Je vous invite également à aller sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, sur notre site web www.histoiredenparler.com ou sur notre chaîne YouTube, donc Histoire d'en parler, afin de retrouver l'ensemble des replays de nos conférences et notamment de celle-ci qui devrait arriver au début de semaine prochaine. Donc je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Je remercie à nouveau Jean-Jacques et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.